Bonjour à tous, je suis ravi de présenter aujourd'hui Jakarta et le Jakarnotator, notre outil d'annotation d'images pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. Cette présentation a été réalisée pour le Rendez-vous Géomatique 2018 qui s'est tenu à Trois-Rivières, au Québec. Cette présentation est divisée en 5 parties. Le contexte illustrera ce qu'on produit principalement chez Jakarta. On se demandera alors comment valoriser nos données. Cela permettra de définir un des challenges que nous souhaitons relever. Ensuite, nous illustrerons une portion du domaine de la vision par ordinateur pour comprendre pourquoi nous avons eu besoin de créer le Jakarnotator. Et enfin, on poursuivra par quelques diapositives pour amener une discussion autour de cet outil et des technologies présentées. Je propose de commencer par me présenter avant de présenter Jakarta et ce que nous faisons. Je suis Loïc Messal, j'ai 23 ans. J'ai obtenu une maîtrise en sciences géomatiques l'an dernier en France. Je suis arrivé au Québec depuis 11 mois et je travaille pour Jakarta en tant que développeur depuis 10 mois. Donc Jakarta, qu'est-ce que c'est? C'est une startup montréalaise qui cartographie les villes en 3 dimensions afin de créer des doubles numériques en haute résolution. Avec nos données, on participe activement au développement des villes intelligentes et à la mise en place des voitures autonomes. Concrètement, on a des unités de captation qui se déplacent dans le réseau urbain et qui collectent avec différents capteurs les données nécessaires pour reconstruire en 3D les villes dans lesquelles on circule. On essaie d'optimiser au mieux le parcours du véhicule afin d'assurer une visite régulière de chacune des routes de la ville. Si l'on regarde un peu plus l'équipement à bord du véhicule, on y trouve des capteurs de position et d'orientation, et notamment une centrale inertielle de très grande précision et une antenne GNSS située sur le haut du mât. Ces capteurs jouent un rôle crucial pour géoréférencer les données issues des autres capteurs comme les lidars et les caméras. La dernière version du camion intègre d'ailleurs 2 lidars. 5 caméras 4K sont placées dans la coiffe, 3 d'entre elles ont des lentilles fisheye et les 2 autres à l'avant du camion sont zoomées pour mieux voir les détails sur les panneaux de signalisation ou les pancartes. Avec ces caméras, on arrive à lire les écritures sur les panneaux de stationnement. Finalement, lorsque le camion a terminé sa mission et que les données arrivent au bureau, on calcule la trajectoire dont on se sert pour géoréférencer les images et les nuages de points. Une fois les images extraites des vidéos des 3 caméras fisheye, on les assemble pour générer des images panoramiques qui nous permettent de voir à 360 degrés autour du véhicule. De la même façon, on va appliquer la trajectoire aux données issues des scanners LiDAR pour les transformer en nuages de points 3D. Comme on peut le voir, le nuage de points est très dense, ce qui permet de prendre facilement des mesures de distance entre 2 points, puisque chacun de ces points possède une coordonnée 3D dans l'espace. Enfin, pour faciliter l'utilisation et la manipulation de ces données, on vient les rendre accessibles dans ce qu'on appelle Jakartons, notre plateforme de visualisation. En effet, on va pouvoir naviguer parmi les images panoramiques. À la différence d'une autre plateforme bien connue, on vient superposer les nuages de points. Il est alors possible de mesurer des distances, comme la largeur de cet accès au garage par exemple. On peut également récupérer les coordonnées d'un point en particulier, comme la position de cette borne fontaine. Maintenant, nous allons pousser un peu plus loin ce qu'on souhaite mettre en place pour ces données, afin de les valoriser davantage. Imaginez si on était capable d'avoir un inventaire automatisé de l'environnement urbain. Sauvegarder la position de tous vos arbres, lampadaires, bornes fontaines, dans vos bases de données géographiques. L'automatisation permettrait de mettre à jour ces bases de données à chaque repassage des camions de Jakarta. Comment peut-on s'y prendre? Regardons cet exemple, avec à gauche l'image issue des caméras et à droite l'extrait du nuage de points correspondant. Si je suis capable de détecter l'objet dans l'image, alors je suis capable de projeter cet objet dans le nuage de points correspondant, comme on l'a vu avec Jakartans. À partir de là, il me suffit de déterminer les coordonnées géographiques d'un point de cet objet et de l'exporter pour remplir notre base de données. Finalement, cela revient à remplacer le problème de l'inventaire automatisé par un problème de reconnaissance d'objets dans une image. Et la vision par ordinateur, c'est le domaine des sciences informatiques qui adresse majoritairement l'extraction d'informations dans les images. Mais qu'est-ce que ça veut dire reconnaître un objet dans une image? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter quelques définitions, puis l'état de l'art dans ce domaine, afin qu'on comprenne pourquoi nous avons eu besoin de créer le Jakarnotator. Il faut voir le domaine de la vision par ordinateur comme une boîte à outils dans laquelle se trouvent des outils adaptés pour résoudre des tâches spécifiques. La compréhension de chacune des tâches spécifiques nous permettra de choisir l'outil le plus approprié pour résoudre notre problème de reconnaissance d'objets. Autrement dit, cela nous permettra de choisir le meilleur algorithme à considérer.
On va maintenant illustrer chacune de ces tâches afin d'avoir un langage commun. La classification, c'est la tâche qui consiste à assigner une classe à une image. Cela permet de connaître globalement ce que contient une image. La classification avec la localisation, c'est une extension à la classification, mais l'idée est d'assigner une ou plusieurs boîtes englobantes pour la classe considérée. La détection d'objets, c'est de la classification avec localisation pour plusieurs classes. L'idée est donc de proposer des boîtes englobantes indépendamment de la classe, et éventuellement on peut leur assigner une classe. La segmentation sémantique, c'est l'idée d'associer une classe à chaque pixel de l'image. Malheureusement, on n'est pas capable de discerner deux objets d'une même classe lorsqu'ils se superposent. Un exemple d'application de ce domaine est la génération de cartes d'occupation des sols à partir d'images satellites. Pour finir, la segmentation d'instances qui rassemble la classification, la détection d'objets et la segmentation sémantique, puisque ça consiste à détecter toutes les instances des différents objets et d'identifier les pixels correspondant à ces objets. La segmentation d'instances est donc la tâche qu'on cherche à résoudre chez Jacquard. Globalement, toutes ces tâches sont considérées comme résolues numériquement depuis même avant que je sonnais. Cependant, une branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle les réseaux de neurones profonds a remué ce domaine en 2012, où pour la première fois cette technique obtenait de meilleurs résultats que les algorithmes plus traditionnels. Cela est en partie dû à une augmentation de la puissance de calcul, une augmentation de la quantité de données disponibles et bien sûr d'un certain nombre d'années de recherche sur ces sujets. Pour mieux comprendre, voici une illustration du fonctionnement des réseaux de neurones. On va considérer deux ensembles de données, un ensemble contenant des données brutes, un autre contenant des données annotées, c'est-à-dire des données dont on connaît déjà le résultat qu'on cherche à obtenir. L'idée des réseaux de neurones profonds est de proposer un algorithme qui va chercher automatiquement la correspondance entre ces données d'entraînement et les données annotées à la main. L'apprentissage se fait par itération. Au début, l'algorithme va proposer un modèle relativement aléatoire, puis plus il va voir les données, plus il va ajuster le modèle jusqu'à ce qu'il estime être capable de résoudre la tâche en question. Une fois le modèle généré, on sera en mesure de l'appliquer sur des données réelles afin d'obtenir le résultat souhaité. C'est donc en 2012 qu'un algorithme de ce type a surpassé les performances des meilleurs algorithmes de classification disponibles à l'époque. Cela a relancé la recherche dans l'étude des réseaux de neurones profonds. Cela a permis de résoudre le problème de classification avec localisation en 2013, en 2014 celui de la détection d'objets, en 2016 celui de la segmentation sémantique, et enfin en 2018 celui de la segmentation d'instances, ce qui est très intéressant pour nos besoins chez Jacquard. L'algorithme en question s'appelle MaskRCNN. Il a été proposé par le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook, et le code a été mis en open source en 2018. L'équipe de recherche a entraîné leur algorithme sur la base de données Coco, une grosse base de données d'entraînement comportant plus de 330 000 images, avec plus de 1,5 million annotations réparties dans 81 classes. Cette base de données est très utilisée pour comparer les algorithmes de vision par ordinateur, notamment ceux de détection d'objets et de segmentation d'instances. Les modèles entraînés par l'équipe de Facebook, issus de l'entraînement sur la base de données Coco, sont disponibles. Et les résultats sont vraiment bluffants comme on peut le voir avec cet exemple. Si l'on applique maintenant le modèle pré-entraîné directement sur l'image de notre borne fontaine, on obtient ce résultat, ce qui est parfait pour nous. Par contre, si l'on prête attention aux classes de Coco, 5 d'entre elles se rapportent à l'environnement urbain, et sont donc directement utilisables pour nos besoins chez Jacquard. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant, car on ne peut pas réduire l'environnement urbain à ces 5 classes seulement. Et c'est là qu'intervient le Jacquard Notator. Parce que si l'on revient sur notre illustration, on vient de montrer qu'on avait un algorithme performant pour notre reconnaissance d'objets. On a bien évidemment les données réelles issues des camions. Ce qui nous manquait finalement, c'était une base de données spécifique pour l'environnement urbain. Nous n'avons pas trouvé d'outils simples pour annoter les images. C'est pourquoi nous avons décidé de créer le Jacquard Notator. Sur la droite du Jacquard Notator, on y trouve les classes que nous souhaitons identifier. Il suffit de sélectionner la classe, puis aller annoter les images en détournant les objets qui correspondent. L'opération est vraiment simple. Les géomaticiens qui publient des cartes interactives sur Internet remarqueront certainement une utilisation détournée de leaflet. Avec le Jacquard Notator, on est donc capable de créer n'importe quelle base de données pour la segmentation d'instances. Il n'est pas limité à l'utilisation que Jacquard en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que nous le présentons aujourd'hui.
Pour mettre en place le Jack Annotator, il suffit de définir la liste des classes que l'on souhaite détecter et de mettre les images dans un répertoire spécifique. Nous sommes donc capables d'annoter n'importe quel objet, ceux qui ont une forme simple, bien entendu, mais également des objets qui sont composés de plusieurs éléments. Pour ce passage piéton, par exemple, il serait dommage d'annoter chacun des rectangles comme étant un passage piéton. Le Jack Annotator nous permet de créer un groupe de polygones, et de ce fait, le passage piéton composé de l'ensemble de ces rectangles est alors considéré comme un seul et même objet. Cette propriété est très intéressante pour la signalisation, comme les marquages au sol, ou pour des objets qui peuvent être partiellement cachés par un obstacle. On va voir qu'il est également possible d'annoter des objets grossièrement, puis d'affiner le contour de notre annotation aussi finement que nous le désirons. Après une session d'annotation, il est possible d'exporter la base de données en allant dans la partie Administration. En quelques clics, on exporte tous les masques au même format que celui utilisé par la base de données Coco. Notre base de données d'entraînement que l'on recherchait tant est née. On a donc tous les ingrédients nécessaires pour réaliser un entraînement, et vérifier qu'il est possible d'apprendre quelque chose à partir du Jack Annotator. Comme on est compatible avec le format de la base de données Coco, on a pu intégrer facilement nos données avec l'algorithme de Facebook. On a affiché ici la valeur quantifiée de l'erreur que faisait notre modèle au fil des itérations, quand il comparait les résultats en sortie du modèle par rapport aux résultats attendus, c'est-à-dire aux annotations issues du Jack Annotator. On peut voir que la courbe décroît légèrement, ce qui signifie que le modèle fait de moins en moins d'erreurs au fur et à mesure qu'il rencontre nos données. Le modèle semble donc apprendre quelque chose. On a voulu vérifier notre observation en appliquant les sauvegardes du modèle à différentes itérations sur la même image. Durant les premières itérations, aucun objet n'était détecté par notre modèle. On était un peu déçus, mais on a voulu lui laisser un peu plus de temps en espérant qu'il apprenne quelque chose. Et là, surprise! À partir d'environ 10 000 itérations, le modèle sortait ses premiers masques. Le modèle avait donc réussi à apprendre quelque chose. Il commençait à détecter les bâtiments. Avec cette séquence vidéo, on voit le processus d'évolution de l'apprentissage. C'est un peu chaotique, mais l'essentiel est là. On voit que le modèle apprend au travers des données du Jack Annotator, et d'ailleurs, il détecte bien les bâtiments à droite de l'image, la présence d'arbres toujours à droite de l'image, et parfois même, il reconnaît des fenêtres à l'intérieur du bâtiment. Le modèle est donc capable d'apprendre. Le fait que le modèle apprenne à détecter quelque chose est très encourageant. Il cible quand même les objets qui nous intéressent, et ces objets-là viennent uniquement du Jack Annotator. La base de données sur laquelle nous l'avons entraîné, issue des annotations en interne, contenait seulement 30 000 annotations au total, alors que Coco en contient 1,5 million. Cela peut expliquer en partie les résultats de notre premier modèle. Aussi, il faut noter que les paramètres du réseau pour les entraînements ne sont pas forcément optimaux. Nous avons également remarqué que les résultats sont très variables selon l'architecture du réseau. En plus de ça, nous avons été contraints de réduire la taille des images pour effectuer l'entraînement sur nos machines. De l'expérimentation doit donc être faite, car s'il le faut, nous sommes très proches d'avoir un modèle très bon. Il faut garder à l'esprit qu'on est compatible avec le format de la base de données Coco, qui est une des bases de données les plus populaires dans l'univers de la détection d'objets. Cela signifie qu'on sera compatible avec les futurs développements d'algorithmes encore plus performants. Enfin, nous avons rendu le code du Jack Annotator public. Nous espérons par cette contribution voir l'apparition de nouveaux jeux de données annotés qui attireront l'intérêt des chercheurs en intelligence artificielle et vision par ordinateur. De nouveaux jeux de données amènent de nouveaux challenges à résoudre et par inférence de nouveaux algorithmes bien meilleurs que ceux existants. On améliorera alors davantage notre capacité à traiter l'information pour vous proposer des services plus performants, plus efficients et toujours plus utiles. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.